Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mondprama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans.
Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabé, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games.
L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire, et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent,
car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ses ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas ? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment.
La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde.
Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté.
Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs. Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 mètres carrés, soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire.
Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. Des spécialistes ont mis au jour le plus ancien village lacustre jamais découvert en Europe, caché sous les eaux du lac Doride, entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce lac, quant à lui, est également d'une ancienneté remarquable. On le considère comme l'un des plus anciens au monde. Avant cette découverte, un village situé dans les Alpes italiennes détenait le record avec environ 7000 ans d'existence. Cependant, des analyses par datation au radiocarbone révèlent que le village submergé du lac Doride a été édifié entre 6000 et 5080 ans avant notre ère, le rendant ainsi 1000 ans plus vieux que tout autre village en Europe. Ce village néolithique, qui abritait de 2 à 500 habitants, constitue l'une des toutes premières communautés humaines sédentaires connues. Cette découverte ne serait pas aussi fascinante sans le mystère qui l'entoure. Les habitants avaient érigé une forteresse de piquets de bois tout autour de leur village, vraisemblablement pour se protéger. Mais de quoi? Ce danger reste mystérieux. Les villageois ont pris soin de construire leurs habitations sur pilotis au-dessus du lac, en les entourant de ces défenses de bois. Pourquoi ces précautions élaborées? C'est précisément la question à laquelle les archéologues tentent de répondre. Existe-t-il d'autres implantations inhabituelles? Absolument. Prenez par exemple Göbekli Tepe. Ce site nous ramène aux origines même des premiers peuplements permanents et nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'émergence de sociétés organisées. Il semble que les habitants de cet endroit étaient particulièrement attachés à des pratiques spécifiques, probablement des rituels ou des rassemblements. Il y a environ 11 000 ans, ces anciens ont sculpté d'immenses blocs de calcaire et, d'une manière encore mystérieuse, les ont transportés de l'autre côté du monticule. Ces pierres, décorées de gravures d'animaux et de figures humaines, étaient disposées en cercle, comme des toiles témoignant de leur mode de vie. Sous ces pierres, on retrouve les mêmes piliers massifs que ceux érigés de l'autre côté du monticule. Près de 250 de ces piliers émergent à la surface, et les fouilles en ont révélé environ 60 autres. Ces éléments sont autant de messages venus du passé, nous livrant des indices sur la vie et les activités des personnes ayant habité ces lieux. Ces découvertes bouleversent les chronologies et les interprétations classiques des premières sociétés humaines. Bien que Göbekli Tepe soit devenu une destination prisée des touristes, un autre site à proximité, Karahan Tepe, reste moins connu, mais tout aussi remarquable. Ces deux sites défendent l'idée selon laquelle l'élevage aurait conduit à la sédentarisation. Il semblerait plutôt que les populations se soient d'abord établies en un lieu fixe, avant d'entamer la domestication animale. Ils remettent également en question l'hypothèse traditionnelle selon laquelle les sociétés organisées auraient émergé à la suite de l'agriculture.
Ces sites anciens laissent entendre que des communautés structurées existaient avant même le développement agricole, et qu'elles pratiquaient sans doute des rituels cultuels ou communautaires. Ces structures suggèrent des fonctions complexes et polyvalentes plutôt que simplement religieuses. Les gens se rassemblaient dans ces lieux pour discuter et raconter des histoires, favorisant une identité collective. Ces bâtiments pourraient marquer les débuts d'une communauté cohésive, montrant l'émergence de hiérarchies horizontales et de partage des connaissances. Partons maintenant de l'autre côté du globe. Au Mexique, des pyramides méconnues, âgées d'environ 1500 ans, méritent qu'on s'y attarde. Ces édifices ont défié les siècles grâce à un ingrédient unique provenant du figuier de Barbarie. Ce cactus a permis aux bâtisseurs indigènes de concevoir ces merveilles architecturales du monde antique. Ces pyramides de roches volcaniques grises s'élèvent comme une chaîne de montagnes miniatures. En nous approchant, on distingue les marches parfaitement gravées dans la roche dure, formant un escalier monumental sur la plus haute pyramide. Deux autres structures, appelées la Maison du Vent et la Maison de la Nuit la plus longue, illustrent également cette maîtrise. Selon la légende, ces structures abritaient des trésors. Ce n'est pourtant qu'au début des années 2000, avec les fouilles entreprises par des archéologues mexicains, que leurs secrets ont commencé à être dévoilés. La Maison des 13 cieux, édifiée autour de 540 avant notre ère, servait à marquer le passage du temps. À une époque où les horloges et les calendriers n'existaient pas, les anciens se référaient aux astres pour repérer les dates importantes. Cette pyramide agissait comme un calendrier cosmique. Ses angles étaient alignés avec les solstices et les dates essentielles pour les semailles et les récoltes. Aujourd'hui encore, en montant ces marches, le soleil s'aligne parfaitement avec un coin spécifique de la pyramide. Mais ces édifices ne se contentaient pas de suivre le cours du temps. Les archéologues Quiroz et Zepeda cherchent à en percer les mystères. Parmi les artefacts découverts, ils ont constaté que les anciens bâtisseurs utilisaient une substance adhésive provenant des feuilles du figuier de Barbarie pour solidifier leur construction, une technique encore employée par certains peuples autochtones. Les révélations se succèdent. La Maison des 13 cieux a même livré un squelette, plus ancien que la pyramide elle-même, d'environ un millénaire. Ce détail indique que les anciens ont transporté ce corps pendant près de 950 ans, ajoutant ainsi un autre mystère à ce site fascinant. Prochaine étape, la Duna de Bologna, une dune espagnole recelant des ruines romaines d'enfouies. Située aux confins de l'Europe, face à l'Afrique du Nord, cette formation sablonneuse dépasse les 30 mètres de hauteur et 200 mètres de largeur. Sous l'effet des vents, la dune se déplace, dévoilant progressivement des fragments d'histoire profondément enfouis. Avec le changement climatique, ces vents s'intensifient, accélérant la migration de la dune et révélant des traces des anciens habitants de cette région. Les archéologues, en fouillant cette zone, ont mis au jour d'antiques sépultures. Imaginez parcourir ce dédale de sable pour tomber sur ces tombes chargées d'histoire. Le sable, tel un gardien, a protégé des ossements, des bijoux et des pointes de flèches. Mais ce n'est pas tout. À proximité se trouve un site archéologique du IIe siècle avant notre ère, datant de l'époque où les Romains s'y étaient établis. Ils y avaient bâti une ville complète, avec des thermes, un théâtre et un temple, le tout érigé sur les vestiges d'un ancien établissement phénicien. Il y a bien longtemps, un tremblement de terre a contraint les habitants à abandonner la ville, qui est restée ensevelie sous le sable pendant des siècles. Aujourd'hui, historiens et archéologues espèrent que ce paysage en perpétuel mouvement révélera encore d'autres secrets. Souhaitons que cette capsule temporelle de sable soit préservée et continue à transmettre ses histoires aux générations futures. Au Pérou, des archéologues étudient le passage du Condor, un couloir secret vieux de 3000 ans. Curieux? Ce passage a été mis au jour à Chavin de Huántar, une ancienne cité où vivait le peuple Chavin. Située à environ 300 km de Lima, la capitale péruvienne. Le peuple Chavin était réputé pour son talent artistique. Fascinés par les oiseaux et les félins, ils intégraient souvent ces motifs dans leurs œuvres. Bien avant l'avènement de l'Empire Inca,
Il figurait parmi les premières sociétés sédentaires des hauts plateaux andins, cultivant ces terres 2 millénaires avant l'apparition des Incas. Dans un des édifices du temple, les archéologues ont découvert ce passage dissimulé, qu'ils ont surnommé le passage du Condor. Ce couloir, resté fermé pendant des siècles, conduit à plusieurs salles du temple, offrant un aperçu rare de la vie de l'époque. Lara Croft pourrait s'en donner à cœur joie. À l'intérieur de ce passage secret, les chercheurs ont trouvé des objets fascinants, notamment une imposante poterie, plus lourde qu'un sac de pommes de terre et ornée de la tête et des ailes d'un condor. C'était par ailleurs un symbole de pouvoir pour les anciens andins. Les fouilles ont également mis au jour d'autres poteries, toutes découvertes en mai 2022, au moment de l'ouverture de cette entrée dissimulée. Tout cela est donc plutôt récent. Le complexe de temple recèle encore d'autres structures, comme des terrasses, et bien d'autres mystères restent encore à découvrir. Progresser dans ces passages cachés pose de nombreux défis. Les archéologues ont donc eu recours à des caméras montées sur des robots pour explorer les lieux sans risquer de les endommager ou d'y rester coincés. Attendons de voir ce que ces fouilles révéleront encore d'incroyable. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991.
Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui?
Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits. Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste, jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture. Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte. En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau, celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres.
Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches. Et à ce jour, l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat. Car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique. La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposaient d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies. On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs. Mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans l'histoire de l'art. Notre objectif principal est de percer le mystère de savoir si toutes les statues anciennes ont toujours été blanches. Nous allons visiter des musées et même voyager dans le temps pour essayer d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblaient vraiment ces statues à l'époque. Pour commencer, nous atterrissons à New York. Nous montons les célèbres marches du Met, le Metropolitan Museum of Art, et nous entrons dans cet énorme musée. Nous empruntons un couloir et arrivons dans la salle où se trouve l'une des plus grandes collections au monde de statues grecques et romaines antiques.
En admirant le large éventail de statues, une chose saute aux yeux. Elles sont principalement blanches. C'est logique puisque leur matériau principal est le marbre blanc. Pendant des siècles, les historiens, les archéologues et les chercheurs ont toujours considéré ce fait comme acquis. Ces statues n'ont-elles pas toujours été blanches? Jusqu'à ces dernières décennies, ce n'était pas une question dont on discutait. Mais dans les années 1980, des chercheurs ont déterré une ancienne statue grecque qui était clairement pigmentée. Cette nouvelle découverte les a poussés à se demander si toutes les statues antiques étaient peintes. Jetons un coup d'œil attentif à cette œuvre d'art. On a découvert que cette statue grecque du IIIe siècle avant notre ère était presque entièrement peinte. Toujours dans sa forme originale. Nul besoin d'être un expert pour remarquer que la statue porte encore certaines de ses couleurs d'origine, avec quelques nuances de bleu et de rouge. En réalité, cette statue n'est pas une exception. C'est la norme. Il s'avère que les civilisations anciennes peignaient effectivement leurs sculptures avec des couleurs vives et lumineuses, mais quelque part le long de notre ligne de temps historique, cette information s'est perdue. Selon les chercheurs, pigmenter les sculptures était un moyen de rapprocher leur représentation de la vie réelle. Nous vivons bien dans des couleurs vives. Alors pourquoi l'art ne le reflèterait pas? Prenons un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les galeries de nos musées sont-elles remplies de statues désespérément blanches? Tu as sans doute entendu parler de Michel-Ange. C'est un célèbre sculpteur italien à qui l'on doit notamment l'iconique David et le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange était l'un des peintres les plus emblématiques de la Renaissance. La Renaissance est une période historique au cours de laquelle les artistes, philosophes et scientifiques européens ont développé un intérêt renouvelé pour les créations de la Grèce et de la Rome antique. Des artistes comme Michel-Ange ont étudié une série de sculptures romaines, comme par exemple le groupe de Laocoon. Ils sont tombés amoureux de leurs figures réalistes et de leur marbre blanc immaculé. La seule chose qu'ils ne savaient pas, et ils n'avaient pas la technologie pour le savoir, c'est si les pigments colorés de ces sculptures avaient déteint. Après tout, elles ont été trouvées après avoir été enterrées ou laissées à l'air libre pendant des années. On pense que cette statue en particulier, le Laocoon, avait des serpents et des manteaux colorés, par exemple. Lorsque les artistes de la Renaissance ont entrepris de rendre hommage aux artistes antiques, ils ont également laissé leurs chefs-d'œuvre à nu. Ils ont sculpté directement sur le marbre et les ont laissés blancs, sans pigmentation, probablement parce qu'ils pensaient que c'était ainsi que les choses se faisaient autrefois. Les œuvres de Michel-Ange et de ses pairs ont influencé toute une génération de sculpteurs par la suite. Cette façon de faire de l'art a donc voyagé jusqu'au temps moderne, sans qu'on se pose trop de questions. Pourtant, les preuves de la présence de pigments de couleur dans les statues anciennes sont nombreuses. Certaines recherches révèlent que les érudits savent depuis au moins un siècle que les sculptures antiques n'étaient pas toutes blanches à l'origine. D'autres études suggèrent que cette découverte pourrait avoir eu lieu encore plus tôt. Au début des années 1980, l'archéologue Vinzenz Brinkmann a fait une énorme découverte. Alors qu'il était étudiant à l'université Ludwig Maximilian à Munich, il a développé une technologie capable de détecter la polychromie dans d'anciens échantillons de statues grecques. La polychromie est l'art de peindre en plusieurs couleurs. Quoi qu'il en soit, il a été surpris par sa découverte et s'est demandé pourquoi les autres chercheurs et archéologues n'en parlaient pas. Il se trouve que la première découverte que les statues anciennes n'étaient pas si blanches a eu lieu il y a longtemps, bien avant la naissance de Brinkmann. Elle a eu lieu pendant l'exhumation de Pompéi, dans les années 1700. Comme tu le savais peut-être, la ville de Pompéi dans le sud de l'Italie a été entièrement recouverte de lave, après l'éruption soudaine du mont Vésuve. La ville a été détruite, mais les nuages de cendres qui ont surgi de la lave ont permis de préserver une grande partie de la structure de la ville à travers le temps. Pour le plus grand bonheur des historiens de l'art et des archéologues, Pompéi est devenu un terrain de fouilles privilégié pour comprendre la Rome antique. Les chercheurs y ont trouvé plusieurs fresques conservées qui représentaient des scènes de la vie quotidienne romaine. Dans l'une d'elles, on voit un artiste peindre une sculpture. Ce fait a été documenté par un historien de l'art très célèbre, connu sous le nom de Johann Joachim Winckelmann.
Il est aussi considéré comme le père de l'histoire de l'art. Maintenant, regardons de plus près une autre statue célèbre. Pour l'admirer, il faut aller à Rome et visiter les musées du Vatican. La statue est une représentation classique de César Auguste. Au cas où tu ne le saurais pas, il est le fondateur de l'Empire romain et le premier empereur de Rome. C'est un personnage important. La sculpture s'appelle l'Auguste de Prima Porta. Tu l'as peut-être déjà vue dans un manuel d'histoire. Il se trouve qu'elle est toujours représentée sous sa forme de marbre blanc. Mais selon une découverte archéologique des années 1860, la statue originale était bien plus colorée. Selon les archéologues, la statue d'Auguste de Prima Porta avait une tunique rouge, une armure jaune et un manteau violet. Il est important de garder à l'esprit que les couleurs n'étaient pas fabriquées artificiellement comme aujourd'hui. Les artistes ne pouvaient produire des couleurs qu'à partir de ressources naturelles. Ainsi, le violet, par exemple, était une couleur extrêmement difficile à fabriquer. À l'époque, on tirait le violet du mucus d'une espèce rare d'escargot. Cela signifie que toute personne qui utilisait la couleur violette pour pigmenter son art et ses vêtements était puissante et riche. Cela semble être une preuve suffisante que les statues anciennes n'étaient pas toujours blanches. Mais comme on peut en juger par l'aspect de nos musées modernes, il ne semble pas y avoir eu assez d'intérêt dans la communauté artistique pour explorer davantage la polychromie sur les statues anciennes. Mais te souviens-tu de l'archéologue dont nous avons parlé, Brinkmann? Eh bien, il collecte des données sur la polychromie depuis les années 1980. À un moment donné, il a même commencé à fabriquer des répliques colorées de ces statues. La technologie utilisée est loin d'être simple. Pour reconstituer ces œuvres d'art anciennes, Brinkmann en fait une copie en plâtre en 3D. Ensuite, il les peint à la main avec l'aide de sa femme. Pour découvrir quelles couleurs étaient utilisées dans les sculptures originales, Brinkmann utilise la lumière UV. Certains pigments brillent sous la lumière UV, exposant des traces qui seraient autrement invisibles. Prenons l'exemple de cet archer coloré. Regarde ces couleurs. Cette pièce est la reconstitution d'un archer en marbre dans le costume d'un cavalier. Pour représenter fidèlement l'archer, les restaurateurs ont dû faire de nombreuses recherches sur l'histoire de la région où la pièce a été trouvée à l'origine. Car les couleurs ont une signification culturelle. Associée à la technologie UV, cela a permis la reconstruction que l'on peut admirer maintenant. Cela semble très éloigné de l'idée que l'on se fait de ce que les Grecs auraient fait. Mais c'est censé ressembler exactement à l'original. Selon Brinkmann, on ne devrait pas être si surpris que les anciennes civilisations occidentales aient utilisé des couleurs vives pour dépeindre la réalité. Après tout, les Romains et les Grecs ont été fortement inspirés par les œuvres d'art de la civilisation égyptienne, de l'ancienne Mésopotamie et de l'Asie. Par exemple, si l'on regarde le célèbre sphinx égyptien, on peut être amené à croire qu'il a toujours eu cette apparence. Mais ce n'est pas du tout le cas. Des études modernes et des reconstructions virtuelles du monument nous montrent qu'il était très coloré. Le corps de la statue aurait été peint en couleur terre cuite, tandis que la coiffe royale qui entoure la tête aurait été dorée et bleue. Toutes ces couleurs étaient considérées comme importantes à l'époque égyptienne, et il était tout à fait approprié de les utiliser pour représenter un pharaon. Ce village caché s'appelle Aogashima. Il est situé au cœur d'un cratère volcanique. Il se trouve au sud du Japon, à l'extrême nord de la Micronésie. L'histoire raconte qu'un volcan est entré en éruption dans la mer des Philippines dans les années 1780, ce qui a causé de nombreux dégâts à une communauté locale. La moitié de la population a réussi à échapper à cette énorme éruption et est revenue des années plus tard pour reconstruire le village. À l'heure actuelle, environ 160 personnes vivent paisiblement ici, même si l'on considère que le volcan est toujours actif. Huacachina, au Pérou, se trouve dans l'un des climats les plus secs du monde. Et pourtant, c'est une ville magnifique entourée de palmiers luxuriants. Elle dispose aussi d'une lagune dont on dit qu'elle a des propriétés curatives particulières. Le village compte un peu plus de 90 résidents qui gèrent de petits commerces. La plupart d'entre elles ont recours au sable comme principale ressource.
Certains proposent des services de sandboarding ou même des dîners de luxe dans le désert. Depuis plus de 500 ans, un petit groupe de personnes vit dans le flanc d'une montagne appelée la Montagne Verte. C'est l'un des endroits les plus reculés d'Oman et du monde entier. Le seul moyen d'arriver jusqu'ici est à pied, à dos de mule ou en véhicule tout-terrain. Il s'agit d'Al Sogara et il faut marcher environ 20 minutes pour monter un escalier de pierre raide afin d'y arriver. Le village a vu le jour quand les habitants ont taillé leur maison dans la pierre de la montagne pour se protéger des tempêtes et du froid. 5 familles de la tribu Al-Shariki habitent encore ici, soit environ 25 personnes au total. On trouve beaucoup d'autres villages comme celui-ci dans la région, mais Al Sogara est particulier car c'est le seul qui soit encore habité. Il y a 14 ans encore, il n'y avait ni électricité ni ligne téléphonique. La route la plus proche que l'on pouvait trouver était à 10 km. Comme il n'y avait pas d'école, les gens devaient apprendre à lire et à écrire à la maison auprès de leurs aînés. Aujourd'hui encore, les villageois poursuivent cette pratique traditionnelle qui consiste à construire leurs maisons en les taillant directement dans la roche de la montagne. L'un des plus beaux joyaux grecs est Monemvasia, une ville fortifiée située dans le sud-est du Péloponnèse. Elle a été conçue pour être invisible depuis le continent, afin d'être mieux protégée. On la voit uniquement depuis la mer. Et pour y accéder, il faut suivre un étroit sentier qui la relie au continent. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, qui se traduit par un seul passage. Monemvasia a été construite au Moyen-Âge, entièrement taillée dans la roche de la montagne. De nos jours, de nombreux anciens manoirs y ont été transformés en maisons d'hôtes et en charmants hôtels. Non seulement l'architecture est incroyable et magnifiquement préservée, mais la ville est également entourée d'eau cristalline. Une ville sans route? Fais tes valises pour aller à Giethoorn, aux Pays-Bas, si cela ne te dérange pas de voyager en bateau. La ville est très paisible, probablement parce que tout le monde ici se déplace par les canaux. Même le courrier est distribué par voie fluviale. Comme il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent rarement, la ville est très calme. Si calme que le son le plus fort que l'on puisse entendre est le caquettement d'un canard de temps en temps. Au départ, il s'agissait d'un décor de cinéma, mais Hobbiton, en Nouvelle-Zélande, existe toujours, même après la fin des tournages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il est possible de visiter cette charmante ville de décor. Il existe 44 trous de Hobbit au total, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont ouverts au public. Le village isolé de Gazadalur, situé sur le flanc d'une montagne dans les îles Féroé, compte à peine 11 habitants. Il est surtout connu pour sa chute d'eau spectaculaire qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait y accéder uniquement à pied, en traversant les montagnes. Cependant, un tunnel a été construit récemment, ce qui a rendu l'endroit facilement accessible en voiture. La comédie musicale Popeye des années 1980 a fait construire un décor sur mesure à Malte. Celui-ci n'a pas été démonté après la fin du tournage, et le village de Popeye abrite désormais des groupes de bâtiments en bois joliment colorés et une troupe d'acteurs. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire sur place, comme assister à des spectacles de théâtre, faire des promenades en bateau, visiter des musées ou simplement explorer ce village original. Le village le plus ancien et le plus photographié d'Autriche s'appelle Hallstatt. C'est un joyau européen caché, avec des bâtiments anciens merveilleusement préservés et un lac salé souterrain. Il abrite aussi un musée avec des objets vieux de 7000 ans et la plus ancienne mine de sel du monde. La forteresse de Bourtange, aux Pays-Bas, est un petit bâtiment en forme d'étoile. Mis à part le côté créatif, il a été construit de cette façon à des fins défensives. Cela donnait aux gardes du fort un avantage stratégique car ils avaient une vue parfaite à 360 degrés. De nos jours, la construction est parfaitement conservée, y compris ses vieux bâtiments, ses rues pavées, ses moulins à vent en bois et ses ponts sophistiqués. Au Maroc, il existe un village traditionnel en terre entièrement fait de briques d'argile. Tu peux le trouver dans une vallée proche des montagnes de l'Atlas, à 51 km de la capitale du Maroc. Les marchands qui suivaient la route commerciale transsaharienne passaient par cette ville pour transporter des épices et de l'or. Comme cette route commerciale est devenue de moins en moins populaire, beaucoup de ces forteresses ont été abandonnées et sont aujourd'hui des vestiges bien préservés.
C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour skier, car il est encore caché du public. Pas étonnant que les habitants l'appellent le côté secret de la vallée. Situé en Autriche, le minuscule village de Warth ne compte que 200 habitants. Non seulement c'est le village le plus enneigé de la planète, mais il a aussi accès à l'une des plus grandes pistes de ski du monde. Sa popularité a un peu augmenté en 2013, lorsqu'on a terminé la construction d'une autoroute à proximité. Burano, en Italie, est l'une des îles les plus colorées du monde. En raison de ses superbes couleurs, elle a presque un aspect tropical. On y trouve des eaux vert émeraude, de belles maisons et un clocher du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle de dentelles a amené Léonard de Vinci sur l'île dans les années 1400. Il y a acheté un morceau d'étoffe qu'il a ensuite utilisé pour concevoir le célèbre dôme de Milan. Si tu as un passeport britannique, tu dois connaître la magnifique petite ville de Bibury, car son paysage figure sur ta carte d'identité. C'est certainement l'une des villes les plus charmantes d'Europe, car elle est composée de bâtiments en pierre situés sur la rivière Colne. L'image qui figure sur les passeports britanniques est celle d'Arlington Row, une rangée de cottages destinés aux tisserands dont l'origine remonte au XIVe siècle. La ville de Coober Pedy en Australie est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915 lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale du monde. Les gens qui vivent ici ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures extérieures peuvent atteindre 51 degrés Celsius. Le village compte aujourd'hui des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy abrite également le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. Pour visiter l'endroit le plus reculé de la planète, tu devras te préparer à un sacré voyage. Si tu viens des États-Unis, par exemple, le chemin le plus facile est un vol de 15 heures jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage de 6 jours en bateau. Ce n'est qu'après cela que tu arriveras à Tristan da Cunha. Tu peux aussi faire une croisière d'1 mois dans l'océan Atlantique Sud, selon ce qui te convient le mieux. Il faut s'y prendre à l'avance, car il n'y a que 9 voyages en bateau vers l'île par an. L'île elle-même ne fait que 11 km de long. Située en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, elle occupe une superficie de 97 km². Les 300 résidents sont tous des agriculteurs. Ils ont l'Internet, mais il est très lent. Quant au réseau téléphonique et au journal local, il n'existe pas. Les habitants de l'île parlent un dialecte anglais qui n'est utilisé que par le plus petit nombre de personnes au monde. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve.
On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici deux étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne.
Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait ?